Voilà, bonjour. Alors, bon, moi, j'ai pas prévu une présentation détaillée de choses aujourd'hui parce que mon but, c'est plutôt de vous expliquer un petit peu, d'abord, ce que j'ai l'intention de faire pour vous là-dedans, mais aussi comment je vois les choses aujourd'hui par rapport à ce que vous êtes en train de mener comme discussion. Donc, pour information, je suis ici principalement parce que je suis membre d'une association qui s'appelle BSC, qui fait des prestations de conseil pour des entreprises, à de nombreuses reprises, et qui aussi fait à titre gratuit des prestations de soutien pour notamment les syndicats lorsqu'il y a des situations comme celle-ci ou des conflits sociaux ou des problèmes de fermeture d'entreprise pendant lesquels je vais assister et aider les gens par deux manières différentes en général. La première, c'est d'essayer d'aider les gens dans tout ce qui est lié à des calculs, ou des chiffres, ou des analyses de chiffres, des analyses financières, économiques. Donc la première chose que je vais essayer de faire pour vous, puis essayer de vous aider, c'est de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut dire des chiffres que nous communique la RTS, soit publiquement, soit qu'ils nous transmettent pour analyse, essayer de voir finalement quelle est la réalité de la situation financière, parce qu'on peut communiquer des chiffres et puis après il faut aller un peu pousser plus loin. Et puis c'est pour ça qu'on a demandé à avoir accès notamment à la comptabilité analytique de la RTS pour savoir finalement quand on fait une émission comment les coûts sont alloués, comment, je sais pas, une émission on dit qu'elle coûte trop cher, mais est-ce que c'est une décision politique de dire qu'elle coûte trop cher ou est-ce que ça coûte vraiment trop cher et finalement c'est important parce que quand il y a des plans d'économie, la question est toujours de savoir où on fait des économies et donc il faut savoir qu'est-ce qui coûte cher par rapport à ce que ça rapporte. Et donc ce genre de travail-là, moi, je vais essayer de vous aider. Évidemment, c'est pas forcément facile avec le temps et les ressources qu'on a à disposition. Mais je vais essayer de vous aider un petit peu à vous donner des informations de nature économique sur ces questions-là, à ce niveau-là. Et puis de l'autre chose que je peux peut-être vous aider si c'est nécessaire, c'est évidemment d'accompagner l'une ou l'autre personne, l'un ou l'autre groupe, dans les discussions que vous aurez plutôt au niveau stratégique. Puisque ça, j'ai un peu l'habitude. J'ai fait pas mal de conseils pour des conseils d'administration, pour des entreprises dans le domaine stratégie. Et vous êtes en train de faire ça, c'est-à-dire vous êtes en train d'opposer une stratégie différente à celle qui est proposée à la direction. En tout cas, vous y réfléchissez. Puisque si vous ne faites rien du tout, en fait, vous allez avoir un plan qui va venir et puis qui va vous frapper d'une certaine façon, qui va couper des postes, qui va orienter l'entreprise. Et votre objectif, c'est de dire, nous, on va avoir quelque chose de sérieux à proposer, des contre-propositions sérieuses à proposer dans le domaine stratégique et qui font du sens. Puis là aussi, je pense que c'est important. Alors, vous avez des gens du métier qui sont là, et je pense que c'est fondamental au fait que vous réussissiez à proposer un plan le plus solide, le plus professionnel possible de ce point de vue-là. Au fait, je ne vais pas vous cacher que votre situation n'est pas facile, parce que dans beaucoup de situations dans lesquelles j'ai été qui sont comme ça, le premier prérequis, c'est d'avoir une mobilisation absolument extrêmement forte. Plus la mobilisation est forte, plus c'est facile au fait de revendiquer des choses, et plus on est fort pour être écouté. Alors je ne dis pas que la revendication n'est pas forte en Romandie, je trouve que vous êtes vraiment beaucoup à être présents et je trouve que c'est vraiment extraordinaire, mais c'est vrai qu'un des problèmes que je constate depuis le début, c'est l'absence de cohésion nationale de ce mouvement. C'est-à-dire que les alémaniques n'ont pas du tout la même manière de fonctionner que vous par rapport à ces revendications-là, et ça, c'est pas quelque chose qui va nous faciliter la tâche. Mais heureusement, ici en Romandie, j'ai l'impression qu'au contraire, les gens sont intéressés, se posent quand même beaucoup de questions par rapport à ce qui se fait, il y a de la mobilisation, il y a des gens, il y a des forces, et puis l'idée, c'est que plus on pourra montrer que ces forces sont élevées, plus les résultats qu'on obtiendra à terme seront élevés. Et ça, c'est juste un facteur fondamental. Parce que si on a l'impression que le mouvement qui est là, si on a l'impression que les gens finalement s'accommoderont de tout, eh bien finalement l'effort nécessaire à écouter la stratégie, il ne va pas forcément être mis en place et on n'obtiendra pas grand-chose. Mais ce qui est vraiment important aussi, c'est pas seulement de construire le rapport de force par la mobilisation, ça c'est fondamental, vous devez toujours être capable de montrer au fait que derrière vous, il y a des gens, il y a une volonté, mais l'autre c'est la qualité et la force de la stratégie. Et la force d'une stratégie qui serait proposée par vous, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de proposer avec les groupes de travail, mais après moi je suis à disposition pour les questions, etc., mais c'est que contrairement à ce que amène souvent la direction au niveau stratégique, vous avez une vision de terrain qui est très très bien ancrée. Et mon avis, c'est que la vision de terrain, c'est quelque chose qui fait défaut à la RTS. À mon avis, c'est mon avis. Je pense qu'il y a une difficulté au fait de comprendre les problématiques de terrain. J'ai l'occasion de le voir. Vous le savez, ça m'arrive des fois de discuter avec des gens parmi vous, d'être présent sur le terrain, simplement parce que je fais aussi de la politique, puis ça m'arrive d'être en discussion avec les médias pour d'autres raisons que celles que nous avons aujourd'hui ici. Mais un élément qui est vraiment important, c'est que des fois, il y a une différence entre la vision stratégique qu'on a au sommet de l'entreprise et puis le terrain, les besoins, les problèmes que rencontrent les gens.
Il faut savoir que les médias, c'est un secteur où la créativité, où les compétences terrain sont particulièrement importantes. Ce n'est pas une usine de fabrication de boulons. C'est quelque chose où il faut des gens flexibles sur le terrain, intelligents, qui discutent les uns avec les autres. Et du coup, les gens qui sont recrutés dans des domaines comme le domaine des médias, c'est des gens qui ont des compétences très étendues. Et ce qui est important dans un domaine comme ça, souvent, c'est d'avoir pas mal de pouvoir, en fait, aussi au niveau opérationnel. C'est ce qu'on fait dans les universités, par exemple. On dit qu'on recrute des gens qui font de la recherche, qui sont intelligents, et donc, dans les universités, les profs ont pas mal de pouvoir parce que, justement, on se dit qu'ils savent assez bien ce qu'ils doivent faire sur leur terrain. Et je pense qu'ici, vous avez aussi cette situation où vous avez des gens qui sont très compétents sur le terrain, mais parfois, ils n'ont pas une emprise suffisante sur la stratégie de l'entreprise, et ça peut amener des plans qui ne sont pas forcément en phase avec les réalités du terrain. Et je pense que votre objectif, la force d'un plan que vous pouvez proposer avec ces groupes de travail, c'est la capacité de dire, mais nous, notre plan stratégique, notre vision différente, nos propositions, c'est des propositions qui viennent du terrain et donc qui ont plus de chances de fonctionner que des grandes déclarations stratégiques telles que celles qui sont prévues. Donc il n'y a pas juste des réorientations globales, mais il y a vraiment une base d'où viennent les choses. Mais ce qui est vraiment fondamental, et ça je ne vais pas assez insister dessus, je pense que dans un secteur comme le vôtre, vous devez être capable, surtout au vu du rapport de force actuel, alors évidemment toujours de construire le rapport de force, c'est-à-dire de montrer la mobilisation comme j'ai dit avant, mais aussi d'amener des propositions qui sont extrêmement concrètes. Je pense que si vous arrivez juste avec des revendications du type « il ne faut pas couper les postes » ou « il ne faut pas faire ci », si vous répondez sur le même terrain qu'eux, le terrain vraiment stratégique, global, uniquement, je pense que ce sera très difficile de gagner un rapport de force comme ça. Si par contre, à travers les groupes de travail que vous avez, vous arrivez à venir avec des solutions concrètes qui sont des améliorations objectives de la situation, que vous êtes capable de formuler parce que vous connaissez le terrain et que eux ne sont peut-être pas capables de formuler parce qu'ils connaissent moins bien le terrain, si c'est ce genre de propositions que vous avez concrètes à travers vos travaux, je pense que vous allez être plus fort en fait encore. Et donc c'est vrai qu'il faut à mon avis avoir, au vu des circonstances, nous verrons ce que vous diront aussi Yves Desferrard tout à l'heure, qui est aussi un habitué de la lutte syndicale, mais je pense que plus vous êtes concret et plus vous amenez des idées de solutions qui permettent de faire des économies autrement, plus ça fonctionne. Et à mon avis, mais je ne veux pas trop m'engager à ce stade, parce que j'aimerais quand même engager le dialogue avec vous par rapport à ces questions-là, mais j'aimerais quand même dire qu'à mon avis, il y a un aspect qui est fondamental, c'est que je vous ai parlé de la comptabilité analytique qu'on va analyser ensemble. Je ferai tous mes efforts pour comprendre ces documents le mieux possible et vous restituer ce que je peux vous restituer le mieux possible. Mais la problématique, c'est finalement quand je fais quelque chose, combien ça coûte à toute l'entreprise. Si j'ai une initiative, si je lance une émission, si je fais une interview, comment c'est calculé en termes de coûts. Et puis la deuxième chose, c'est ces coûts. Par exemple, si je fais une émission, il y a des coûts qui sont des coûts centraux, par exemple. Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement comme valeur aux gens ? C'est-à-dire, si vous créez une émission et qu'il y a 30 000 francs de coûts qui sont alloués à cette émission et qui viennent d'éléments centraux, comme des cadres, comme de l'infrastructure, comme des logements, des locaux, la question c'est qu'est-ce qu'apportent ces coûts-là pour que l'émission fonctionne bien. Et un élément sur lequel nous pourrons répondre, c'est d'avoir une structure qui est plus, alors on dit lean ou bien agile, c'est égal, mais on va peut-être faire des propositions de fonctionnement où finalement on a moins besoin d'utiliser des ressources centrales, on a moins besoin de faire appel à ça qui coûte peut-être très cher dans certains cas. On utilise plus les ressources qui sont sur le terrain, et du coup, c'est plus facile de prendre des décisions rapidement sur le terrain, et puis de faire confiance, éventuellement, quitte à contrôler ou réorienter plus tard. Donc on va peut-être aussi avoir des paradigmes différents sur le fonctionnement à proposer, et ça, les groupes de travail vont être essentiels pour faire ça. Parce que si on arrive à montrer qu'on peut faire mieux avec les mêmes ressources ou avec moins de ressources, en amenant des chances de réorganiser, je pense que c'est plus facile de gagner un rapport de force comme ça, que si finalement on est juste dans la lutte pour les budgets, alors que vous savez que quelque part, vous êtes conscient que quelque part, même la direction de la RTS n'a pas l'entière maîtrise des ressources à disposition. Et bien sûr, elle peut choisir comment elle l'oriente, qu'est-ce qu'elle veut faire, mais elle n'a pas forcément le montant de l'enveloppe en fait, dans ses mains. Et donc, c'est important aussi de savoir que vous devez vous adapter à ces réalités-là. Donc, votre but avec ce travail-là, c'est bien sûr de protéger vos métiers, c'est-à-dire ce que vous faites, ce que vous apportez, d'expliquer pourquoi ça a de l'importance, ce que vous faites et pourquoi ça crée de la valeur pour les gens, mais c'est de surtout dire, eh ben, nous pensons, et une fois si ce n'est pas le cas, il faudra accepter le plan stratégique de la direction, mais nous pensons que les ressources que nous avons à disposition dans le futur peuvent être investies autrement, et qu'en faisant autrement, on arrive à peut-être préserver tel type d'emploi, améliorer le fonctionnement et pourquoi pas aussi améliorer les prestations. Et je pense que si vous arrivez à faire ça, alors vous aurez quelque chose de fort pour être en face d'une direction qui amène une vision stratégique alternative. Voilà un petit peu l'objectif, mais évidemment la chose principale que je vais tenter de faire avec vous, comme je vous l'ai dit,
de vous aider aussi pour analyser les chiffres, pour comprendre les chiffres et pour vous assurer que vous avez aussi les compétences de votre côté pour comprendre, pour être en phase. Moi, je vous le dis tout de suite, je vous l'ai dit au début, le fait que vous ne soyez pas unis au niveau national dans ce combat-là, c'est une difficulté et il faut être conscient de ça. Mais ce qui est une force, c'est que vous êtes beaucoup ici et moi j'ai confiance que si ce travail est bien fait, il ne sera pas vain. C'est-à-dire le résultat de ce travail, moi je suis convaincu qu'on peut obtenir des choses. Et j'aimerais juste vous dire que Yves Desferrard, tout à l'heure, pourra vous le dire encore mieux que moi, je pense, parce qu'il a encore plus d'expérience que moi sur ces luttes de terrain. C'est son métier complet. Mais moi, j'ai vécu quand même pas mal de ces luttes de terrain, et je peux vous dire que quand les gens se mobilisent vraiment, qu'il n'y a pas de difficulté, etc., on obtient toujours quelque chose. On n'obtient jamais tout, mais on obtient toujours quelque chose. Il y a des rares cas où c'est pas comme ça, quand il y a un véritable mépris de la part de la direction. Moi, je pense qu'on n'en est pas là du tout aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel d'obtenir des choses. Mais ce ne sera pas facile, et donc il faut être conscient. Ce combat dans lequel vous vous lancez, ces groupes de travail, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est toujours difficile, c'est toujours frustrant, c'est toujours, on se fait toujours blesser, on se fait toujours dire qu'on ne comprend pas. Les gens viennent toujours en face de vous, ils auront toujours plus de chiffres que vous, ils auront toujours plus d'informations que vous, ils seront toujours mieux que vous, en tout cas c'est ce qu'ils vous diront. Et face à ça, il faut être résistant, il faut être fort. Et puis la plus grande force que vous avez, c'est vous tous. C'est-à-dire le fait que si vous vous faites déstabiliser par des gens en face de vous qui prétendent mieux savoir, sachez que vous n'êtes pas seul. Et vous avez des gens comme moi, ou comme Yves, ou comme d'autres personnes, ou comme le syndicat évidemment, qui sont là pour vous donner aussi des informations et pour vous soutenir, mais il ne faut pas se laisser déstabiliser. Il faut vraiment aller le plus fort possible. Voilà pour mon introduction à ce style-là. Moi, je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions, ou si vous avez des choses que vous voulez rajouter, ou si vous avez des choses que je n'ai pas encore abordées et que vous pensez qu'il serait bien que j'aborde. Je crois que j'ai envie de laisser la parole à la salle parce que vous devez avoir pas mal de questions. Juste pour vous signaler qu'on a déjà fixé une date pour l'analyse de la comptabilité analytique et que vous serez 5 en fait dans cet exercice. Donc il faudra vous organiser un peu avec les 4 membres du groupe de travail analyse, dont 3 sont présents ici aujourd'hui. Voilà. Donc non, moi j'ai envie de laisser la parole à la salle. Ce que je veux savoir plutôt, c'est si tu vas te pencher aussi sur le gain de la création d'une émission aussi chère, diffusée à un moment donné où il n'y a aucun potentiel d'audience. Quels sont les impacts et pourquoi ça a été fait dans cette optique-là? Alors c'est fondamental, cette question elle est fondamentale. C'est-à-dire, chaque coût, comme je l'ai dit, je pense qu'on doit toujours comparer les coûts à la valeur ajoutée, si vous voulez. Donc si on dépense 1 million ou pour faire une émission et puis que c'est un échec ou que finalement ça n'a pas trop d'impact, on va pas, le coût en lui-même il n'est pas intéressant, on s'en fout du coup. Quelque chose peut coûter 5 millions puis finalement être tellement positif pour le service public et puis pour l'organisation que c'est des 5 millions bien dépensés, alors qu'on peut avoir 10 000 francs très mal dépensés. Donc le coût est toujours mis en relation avec en fait, la contribution à la valeur. Et donc on doit toujours proposer, quelque part, quand je dis qu'on va faire une analyse pour faire mieux, avec moins, ou la même chose avec moins, ou je ne sais pas quoi, dans tous les cas, toujours une analyse où on va dire, on va observer des manières de fonctionner aujourd'hui, et quand on observe ça, on observe ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Évidemment, ce n'est pas toujours facile de quantifier ce que ça rapporte, parce que ce que vous dites, ça a été peu vu, par exemple. Il y a les audiences, mais ce n'est pas que ça non plus, que vous le savez mieux que moi, ce n'est pas que l'audience, il faut faire l'analyse de tout ce que ça doit rapporter, mais vous, quand vous allez faire un plan stratégique, c'est important. Quand vous ferez votre réflexion stratégique, vous allez dire dans votre stratégie, voilà nos objectifs, puisque vous avez un groupe qui s'appelle Vision du service public, enfin de l'avenir du service public, vous allez dire, mais voilà ce qu'on doit apporter aux gens. On doit apporter peut-être une diversité de l'information, une diversité des émissions, on doit apporter de l'audience, on doit apporter ci, ça. Et chacune des propositions que vous ferez, vous allez l'évaluer à l'aune de tous ces critères-là. Cette émission, qu'est-ce qu'elle apporte en termes de diversité du paysage médiatique, en termes d'audience, en termes de diversité des contenus. Voilà, c'est vous qui définirez un petit peu ce qui est important. Mais c'est ça une stratégie, c'est de définir les critères d'évaluation, comment on évalue ce que ça apporte, et puis après combien ça coûte. Et nous, notre pari, c'est de dire, on va évaluer la proposition que fait actuellement la direction, on va évaluer vos propositions avec les mêmes critères, donc ce que ça apporte, et on va dire, nous on pense qu'on est mieux.
C'est ça qu'on va faire. Ça doit être solide. Ça doit être un truc où vous pouvez dire, on a fait une analyse structurée de chacune des propositions qu'on fait. Pourquoi on pense qu'elle est positive? Pourquoi on pense que dépenser 1 million ici et comme ça, c'est mieux que dépenser ces mêmes 1 million ici et comme ça? Puis pour ça, vous devrez développer un document dans lequel, comme dans toute analyse stratégique, vous avez des objectifs que vous pouvez plus ou moins mesurer, ou en tout cas estimer. Et puis de l'autre côté, vous avez les coûts qui sont liés à ces objectifs. Et donc, ça va totalement dans votre sens. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter les clusterfuck qui consistent à amener une espèce de dépenser des sommes dans des choses qui sont vaseuses ou dont on ne voit pas les résultats ou comme ça. Et puis on va cibler des investissements dans des choses où on attend des résultats. Est-ce que vous aurez accès au prix, ou plutôt au coût des projets comme Campus, par exemple, pour qu'on puisse analyser si vraiment c'est une bonne idée de se lancer dans un projet comme ça ou il faut mieux l'arrêter, quoi? Alors si vous me demandez à quoi j'aurai accès, je ne sais pas. On m'a promis un accès à la comptabilité analytique et je ne sais pas à quoi il ressemble parce que je n'ai pas eu accès à un moindre document jusqu'à maintenant, j'ai 0 information. Donc c'est en allant sur place que je vais pouvoir découvrir ce à quoi j'aurai accès. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, ayons quand même une certaine habitude de consulter ce genre de documents-là, moi je vais faire mon maximum pour comprendre. Après, c'est évident qu'il y a un risque assez élevé que la première fois que je vais voir tout ce que je peux trouver, etc., que j'ai une liste de questions, que je dois voir après des gens. Alors, il y a des gens avec moi qui sont du terrain, et que je dois voir des gens qui sont sur le terrain. Peut-être, vous parlez de campus, peut-être qu'il y a plein de choses auxquelles je ne suis pas au courant, parce que moi, malheureusement, mon métier, c'est l'économie, la finance, mon métier, ce n'est pas le vôtre. Donc évidemment, il y a des choses que je ne saurais pas poser comme question, mais si on voit en 2 fois ces choses-là, la première fois, je peux comprendre comment fonctionne leur compte analytique, comprendre qu'est-ce qu'il y a comme information, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Après, je verrai vers vous, puis après, je ferai peut-être une deuxième fois où j'irai des questions beaucoup plus ciblées, ce que je ne suis pas capable d'avoir aujourd'hui sans avoir vu quoi que ce soit. Tu peux juste expliquer le concept de ressources centrales ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, il y a 2 choses qui ont été dites. La première chose, j'aimerais juste vous dire, ce qui serait vraiment hyper utile pour moi, puisque je vois qu'il y a plein d'idées, le rénovation d'un studio, campus, etc. Là, c'est la semaine prochaine que je vais voir la compte analytique. Si tous les gens parmi vous qui connaissent des éléments concrets, des gaspillages, des problèmes, ou des trucs qui vont bien, c'est égal, mais des choses qui sont utiles pour moi, une émission dont vous vous dites mais ça a dû coûter une fortune, une opération qui coûte très cher, etc., un studio dont on ne sait pas, un chiffre que vous voulez connaître, par pitié, donnez toutes ces questions, donnez une liste de questions à Valérie Perrin, par exemple, puis elle me donnera cette liste-là, et comme ça j'aurai ça en tête quand j'irai voir déjà la première fois la compte analytique. Donc tout ce que vous avez en tête, faites ce travail-là, ça vous prendra 5 minutes ou 10 minutes, mais tous les gaspillages, tout ce que vous connaissez du terrain, qui est important et qui est intéressant pour moi je ne peux pas deviner, parce que je ne suis pas à votre place. Si vous le donnez à Valérie, et puis qu'elle m'envoie la compilation, tout ce que vous avez envoyé, même si c'est en vrac, même si c'est rapidement fait dans un email très vite, donnez-moi ça. Ça me sera extrêmement utile dans mon travail. Donc volontiers, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous détectez qui ne va pas par rapport à ces questions de finance, dites-le, comme ça, moi je ferai attention, et du coup je ferai attention à Campus, aux rénovations de studio, je poserai les questions qui sont là. Les coûts centraux, c'est quoi? C'est quand en fait vous faites, par exemple, imaginez, je fais une émission. Et puis dans cette émission-là, on va déterminer le coût de cette émission. Il y a quoi? Il y a les coûts directs. Un coût direct, c'est le journaliste qui travaille dans une émission avec un journaliste. Un journaliste qui travaille dans l'émission, il a un salaire, il travaille des heures sur l'émission. Donc en fait, c'est un coût direct parce que le journaliste a travaillé, 40 heures cette semaine-là sur cette émission. Et donc on facture ces 40 heures dans le coût de l'émission. C'est indéniable que ce journaliste coûte quelque chose à l'émission. Un coût central ou indirect parfois, c'est, en fait, vous avez les locaux. Donc, évidemment, vous avez le studio dans lequel l'émission serait tournée, donc on pourrait imaginer que le studio a un coût de réservation, mais vous avez aussi le bureau du directeur général. Parce que le directeur général, il ne fait rien de concret sur le terrain. Je ne dis pas qu'il ne fait rien du tout. Au contraire, je pense qu'il travaille beaucoup, mais son travail n'impacte pas directement l'émission. Mais comme ça coûte, le directeur général, son bureau, etc., il faut affecter ces coûts à des émissions. Et pour faire ça, on a des clés d'allocation. On dit, le salaire du directeur général ou le salaire de l'électricité, tous les trucs centraux que tout le monde utilise, on va l'affecter. Et il y a des techniques pour affecter ça qui sont différentes et qui peuvent avoir un impact différent. Par exemple, si on décide qu'on va affecter ces coûts en fonction des heures travaillées sur l'émission, ce n'est pas la même chose que si on décide que c'est par rapport au nombre d'heures de diffusion ou par rapport à n'importe quel critère. Donc les coûts centraux, si on veut, ce que j'ai appelé les coûts centraux tout à l'heure, c'est tous les coûts qui sont assez élevés à la RTS et qui sont divisés en fait et affectés aux différentes activités de terrain que vous avez. Pour dire, quand on dit combien coûte une émission, il y a une partie qui est le travail réel de l'émission, je sais pas, le coût des décors, c'est vraiment lié à l'émission, alors qu'il y a des choses qui sont payées par tout le monde, c'est les services centraux, et c'est quand même
sauf le respect à tout le monde, hein, mais c'est la myriade de gens qui ont des fonctions d'encadrement dans l'organisation. Il y a plein de cadres à la RTS, beaucoup de cadres. Ben, ces gens, ils coûtent. Et s'ils ne sont pas sur le terrain en train de bosser, je ne dis pas que les cadres ne bossent pas et je ne dis pas que les cadres ne sont pas sur le terrain, je dis, si les cadres ont des fonctions support, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pour une émission, ben, leur coût doit aussi être affecté quelque part à des choses de terrain. Et ça peut grever une émission. Ça peut faire qu'une interview ou qu'un petit truc coûte tout d'un coup très cher parce qu'il y a beaucoup de frais centraux. Je vais analyser ça. Je ne vous promets pas que je vais trouver des informations intéressantes, mais je vous promets que je vais essayer. Quand on parlait de campus, quelles sont les économies possibles sur le projet campus ou non? Je crois qu'il faudrait juste être très attentif à la suprématie du national sur le régional. Parce que c'est probable, enfin le cas de figure que j'aimerais pas qu'on rencontre à travers cette commission, c'est qu'on nous dise en gros, ah mais attention, la consultation, elle est que au niveau de la RTS, et le projet campus, c'est un projet national, donc vous n'avez pas le droit d'accéder aux chiffres. Voilà. Donc je pense que là-dessus, il faudra être très attentif à cette barrière possible. C'est vraiment très difficile ça, parce que pour qu'on puisse vraiment être fort sur ces points-là, il aurait fallu qu'on ait une véritable mobilisation nationale qui nous permette de faire pression sur les projets nationaux aussi, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais malgré tout, ce que vous dites est tout à fait pertinent. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un choix qui est fait entre investir dans les régions ou investir sur des projets globaux. Et ce choix, il a un coût pour les régions ou il apporte quelque chose pour les régions. Donc on ne doit pas se laisser faire en disant mais finalement ce qui est national ça ne nous regarde pas, parce que ça nous regarde. Si un projet, je ne connais pas très bien ce projet, hein, donc je ne peux pas parler dessus, mais si c'est un projet d'envergure nationale, et que ce projet d'envergure nationale, bah, il a un impact sur les régions. Si ça n'a aucun impact sur les régions, bah, alors il ne faut pas le faire, ça veut dire que ça ne sert à rien. Ça a bien sûr un impact sur les régions au terme, mais ça a aussi un coût pour les régions, parce que c'est des ressources qui ne sont pas orientées vers les régions, si elles sont orientées. Donc on ne peut pas accepter l'argument de dire si c'est national ça ne vous regarde pas. Mais notre point de vue ne sera pas de justifier de l'intérêt de le faire en Suisse allemande ou je ne sais pas quoi. Notre point de vue sera de dire, bah, finalement, pour notre région, pour la région couverte par la RTS, qu'est-ce qu'apporte globalement ce projet campus, puis qu'est-ce que ça coûte en ressources qui auraient pu être allouées autrement. Ça, on pourra se poser comme question et on doit revendiquer ça. Quel est votre dispositif pour analyser tous ces chiffres? Parce qu'il y a tellement de ramifications, il y a tellement de données que pour faire parler ces chiffres, ça me paraît quand même titanesque. Comment vous allez déployer ça? Ouais. Bon, alors, j'ai essayé de vous le dire au début, hein, je ne veux pas vous le cacher. Mes ressources sont vraiment limitées. Je peux pas venir vous dire que je suis capable en quelques secondes ou même quelques heures ou même d'ailleurs quelques jours de comprendre l'ensemble des problématiques derrière ces chiffres-là. J'en suis pas capable parce que personne n'est capable de faire ça comme ça. C'est des chiffres qui sont compliqués et probablement qu'on ne nous les donnera pas de la façon la plus simple à consulter possible. Je pense qu'on aura des difficultés juste à obtenir les informations, donc ça va être un travail vraiment difficile. Et puis bah, moi je viens volontiers vous aider, je fais ce que je peux, mais vous savez, j'ai un job à côté, j'ai pas mal d'activités à côté, donc j'ai pas non plus énormément de temps à mettre à disposition pour ça. Je vais faire ce que je peux, mais je suis pas capable non plus de faire ça. Donc je ferai mon maximum, mais il faut être clair. Il y aura des ressources limitées de ce côté-là aussi, et donc on va essayer de cibler la recherche d'informations sur ce qui est le plus utile pour vous. C'est pour ça que ce que je vous ai dit avant, le fait que vous puissiez me transmettre à l'avance des informations, et que vous fassiez tous cet effort de faire une petite liste, ça m'aidera. Parce que plus je peux être ciblé dans mes demandes, plus ça va être facile pour moi d'obtenir certaines informations. Et puis, comme j'ai un peu l'habitude de ça, je vais quand même voir les trucs, quoi. Je vais pas arriver puis rien comprendre au truc complètement. Mais il ne faut pas penser que je vais pouvoir vraiment tout voir, vraiment tout comprendre, que ce sera facile pour moi. Vous savez que vous avez des gens qui travaillent à plein temps, et pas seulement une personne, sur la consultation, les rapports, etc. Nous, ces ressources, on ne les a pas. On a un peu des ressources, mais largement pas ces ressources-là. Donc évidemment, ce qu'on peut faire, c'est moins. Mon analyse, c'est que même si je peux mettre quelques jours ou quelques demi-journées à votre disposition pour vous aider, parce que c'est mon but de vous aider, je pense que c'est mieux que si je fais rien. Mais est-ce que c'est parfait? Non, ça ne l'est pas. Nous sommes la partie faible dans ce conflit. Nous sommes la partie faible. Heureusement, nous ne sommes pas que faibles, parce qu'en nombre de personnes, ce n'est pas le cas. Je pense qu'en compétences, ce n'est pas le cas non plus. Mais sur les questions d'analyse financière, malgré les spécialistes qu'on pourrait avoir, et même si vous avez d'autres spécialistes que moi en plus, nous resterons la partie faible. Par contre, mieux vaut avoir quand même des forces à mettre dans ce domaine-là, et surtout, on pourra répondre à certaines questions, et ça va vraiment vous aider. Donc ça vous apportera quelque chose, mais évidemment, on n'a pas la même vision financière qu'eux auront, même avec le travail qu'on va faire. Ça, je suis désolé de vous le dire comme ça. Ouais, y a aussi pas mal d'entreprises externes qui travaillent pour nous, donc qui vivent aussi partiellement ou complètement grâce à la RTS. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller, ou est-ce qu'on... Beaucoup de boîtes de prod, beaucoup de choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'on arrive aussi à analyser ce genre de choses?
ça coûte plus cher, moins cher que le faire en interne, et ce genre de trucs. Ce genre d'analyses qui sont aussi des chiffres, mais qui, en fait, une fois, c'est peut-être qu'une ligne, une facture dans une comptabilité. Alors, c'est sûr que c'est pas évident. Je veux juste vous dire qu'en général, quand les choses sont externalisées, si c'est pas trop mal foutu, c'est moins cher. Mais ce moins cher a un coût qui est différent. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on va voir dans la compta analytique, c'est que c'est moins cher d'externaliser la production ou d'externaliser même des fonctions. Je sais pas, il y a des journalistes externes, c'est moins cher, probablement. Je n'ai pas vu les chiffres, donc je vais regarder quand même ça. Mais je pense que c'est moins cher. Mais le problème, c'est que ce qui est plus cher, c'est que vous changez votre fonctionnement. En fonctionnant avec des externes, vous modifiez beaucoup de choses sur les coordinations internes, sur comment les choses vont, sur les niveaux de compétences qu'on conserve ou pas. Donc, au fait, ce qui va être pas facile aussi, c'est on pourra chiffrer, au fait, qu'est-ce que ça rapporte ou ça coûte d'externaliser. Mais il faudra aussi aller un petit peu plus loin, puis chiffrer qu'est-ce que ça rapporte aussi et que ça coûte d'externaliser du point de vue de la capacité de la RTS à être rapide, à être agile, à fonctionner, à avoir une bonne cohésion interne. Vous savez, beaucoup de prestataires externes, c'est aussi beaucoup moins de cohésion pour une entreprise. Et puis, il ne faut pas se le cacher, c'est des conditions de travail différentes. Parce que les gens qui travaillent pour des externes, ils n'ont pas les mêmes conditions de travail. Puis c'est pour ça que c'est moins cher en général. C'est parce qu'en fait, on pourrit les conditions de travail. Mais souvent, pourrir les conditions de travail des gens, ça coûte moins cher à court terme, ça coûte plus cher à long terme. Parce qu'au fait, vous avez aussi finalement des gens avec des compétences différentes qui sont là-dedans, de la concurrence interne et externe. Donc de nouveau, oui, je serai attentif à ces questions d'outsourcing, c'est une question qui est essentielle. On aura certainement les chiffres globaux. Après, d'avoir les contrats individuels, sauf si j'ai des questions précises à poser, on ne va pas nous les donner comme ça. Parce que, évidemment, je vous dis juste, ils vont être avares, ils ne vont pas vouloir nous donner des trucs. Il va falloir se battre aussi pour ça. Ouais, moi, je ne suis pas convaincu que ça coûte moins cher, mais ça, c'est encore une autre question. Ça peut être le cas que ça coûte plus cher. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est effroyablement plus cher parce que finalement, on paye moins bien les gens et puis donc les salaires des gens sont moins chers. Mais la structure, vous devez payer toute la structure d'outsourcing peut être plus cher ou simplement après la personne à qui vous outsourcez, elle peut avoir une force parce que vous n'avez plus les compétences en interne et du coup elle vous tient. Et puis quand elle vous tient, en fait elle peut vous facturer plus cher. Donc il y a aussi des coûts. Donc quand vous dites que vous n'êtes pas convaincu, vous avez raison de ne pas être convaincu. En général, au début, le calcul qui est fait, c'est que c'est moins cher. C'est ça, parce que sinon on ne ferait pas. Mais après, c'est pour ça, à long terme, en fait, ça peut coûter plus cher parce que vous donnez du pouvoir à l'extérieur et ce pouvoir peut être utilisé. Dans le groupe organisation, si on va faire des propositions d'une nouvelle organisation, peut-être enlever des cadres ou peut-être pas, comment est-ce qu'on chiffre ça en fait? Quels sont les moyens de chiffrer pour avoir une stratégie puis de chiffrer derrière? Enfin, je me rends pas bien compte concrètement comment est-ce qu'on va procéder et quels sont les moyens pour procéder. Ouais. Alors il y a deux choses. La première chose, c'est que vous serez condamné à fonctionner d'abord par estimation générique. Alors peut-être que moi je peux obtenir quelques chiffres. Vous savez que vu les fonctionnements, il y a des chances que j'ai même pas le droit de vous communiquer tout ce que je trouve. C'est aussi une question importante qui va être importante, c'est qu'ils voudront peut-être me donner des informations de façon à ne pas pouvoir les transmettre, d'autres de façon à ce que je puisse les transmettre. Ça va être à moi de voir avec le groupe analyse, est-ce qu'on est d'accord ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on est d'accord de fonctionner, est-ce qu'on doit nous aussi envoyer un rapport de force, etc. Donc on va se poser déjà cette question-là. Évidemment, nous, on sera capable de vous donner des estimations. Mais ça ne sera que ça, des estimations. Maintenant, si on ne vous donne pas... Soit il faudra demander ces chiffres. Vous demanderez combien coûte un cadre, etc. Puis ils vont vous dire oui ou non. Si vous dites oui, tant mieux, vous mettrez ces chiffres-là. Si vous dites non, vous ferez une estimation, puis vous direz, mais nous, on ne trouve pas professionnel parce qu'on estime que ce n'est pas professionnel de nous demander de faire des propositions, mais de ne pas nous donner les instruments pour faire. En fait, vous ne voulez pas qu'on réussisse. Donc, évidemment, nous, on communiquera ça d'une façon ou d'une autre. On dira, voilà, ces chiffres sont des estimations larges qui sont faites avec les informations qu'on a à disposition. Nous déplorons le fait qu'on n'a pas d'informations plus précises, mais si vous voulez nous les donner, donnez-les, et puis on mettra les chiffres. Par contre, on vous interdit de nous attaquer sur ces chiffres-là, parce que c'est de votre faute qu'on ne les a pas. Voilà, on va jouer comme ça. Évidemment. Mais à part ça, combien coûte un cadre? Difficile à dire, mais on saura un peu. On aura quand même des infos, disons. J'ai juste une petite remarque là-dessus. On parle tout le temps d'encadrement et des cadres. Et la SSR nous donne toujours le nombre de cadres qui est très raisonnable, etc. Et tout, mais dans le fond, on compte jamais tous les responsables, les chefs de secteur, etc. Et tout. Donc ça serait quand même peut-être intéressant une fois d'avoir un vrai chiffre sur combien y a-t-il de responsables et de chefs dans cette entreprise et pas que de cadres. Et ça change beaucoup, à mon avis. Ouais. Je vous avoue que ça, c'est un truc... Je ne sais pas tellement comment on va s'en sortir avec cette histoire, parce que je ne vous cache pas que c'est un des gros problèmes que j'ai. C'est que vous allez voir n'importe qui dans l'entreprise, n'importe qui sur le terrain, un journaliste, un monteur, tout le monde.
à chaque fois que je discute avec eux, je pose un peu la question, ça m'intéresse, moi, ces questions, je leur dis, mais écoutez, combien de chefs, qui c'est qui ça, qu'est-ce que font les gens, etc. Puis tout le monde me dit, mais c'est hyper violent, il y a plein de cadres partout, plein de chefs, plein de responsables, puis on n'est pas beaucoup à faire le travail, etc. Ça, c'est le sentiment. Je ne dis pas que c'est juste, c'est le sentiment que je vois souvent dire. De l'autre côté, quand vous allez voir la direction stratégique, ils vous disent exactement ce que vous venez de dire, mais écoutez, c'est pas vrai, etc. Donc il doit bien avoir un juste milieu entre ces deux choses qui présentent la réalité. Et pour ça, c'est simple, je vais quand même poser des questions assez précises sur ça pour savoir, mais finalement, le travail de terrain opérationnel pur, quelles sont les fonctions qui sont associées à ça, et puis il faudra quand même une liste de fonctions avec une liste, le nombre de personnes. Et peut-être que dans la liste de fonctions et le nombre de personnes, on aurait l'information que tout d'un coup, il y a plein de gens qu'on considère comme pas des cadres parce qu'ils sont journalistes et puis qu'en fait en réalité ils ont quand même des fonctions d'encadrement. Et puis voilà. Et moi je suis pas pour dire qu'il faut pas des cadres, par ça. Les cadres c'est important, personne dit ça. La question c'est de dire quel travail doit être fait par qui. Et un exemple où il faut pas des cadres, je vous le dis lequel, c'est pour moi un des trucs que j'ai constaté sur le terrain quand j'ai vu des gens fonctionner, c'est le processus de décision interne qui est complètement fou pour moi. Enfin, pour moi, il est fou ce processus. Parce que vous avez des gens qui doivent attendre des délais énormes, plein de gens qui doivent se prononcer, des conflits internes parce que les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Ça, c'est pas lean, c'est pas un fonctionnement qu'on doit avoir. Alors pour moi, je m'en fous de savoir si ces gens qui décident sont cadres ou pas. Je veux savoir pourquoi est-ce que le processus il est comme ça, plutôt d'être plus simple et plus proche du terrain. Ça, typiquement, c'est des choses sur lesquelles vous pourrez faire des propositions. Moi, j'essaierai de demander combien de fonctions il y a, mais n'oubliez pas, vous pourrez me donner aussi cette info. Comme je l'ai dit, chaque anecdote, information que vous donnez à Valérie qui me permet de connaître mieux les problèmes de terrain va m'aider et va vous aider. Peut-être une précision, l'encadrement il commence avec le cadre 1 qui est le directeur de la RTS, les cadres 2 qui sont les membres du conseil de direction, les cadres 3, puis ensuite il y a tout cet encadrement intermédiaire, mais qui lui est très proche du terrain et qui en principe, s'il avait les compétences, ce serait assez... proche de l'opérationnel et en mesure de donner justement ces réponses dans le processus de décision. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire là autour, mais effectivement, je ne décréterai pas a priori qu'il n'y a pas assez ou trop de cadres, etc. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est en relation avec le processus de décision, où manifestement on a vu en particulier à partir de 2010 à Lausanne qu'il y avait beaucoup de choses où on attend beaucoup trop longtemps que quelque chose se décide avec des compétences croisées qui ne favorisent pas ces processus. Je vous dis juste une chose, c'est que ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va regarder par exemple un processus de création, je sais pas, d'une émission, je dis n'importe quoi parce que je connais pas bien, donc j'ai aussi mes limites par rapport à votre métier puisque je suis pas, et c'est pour ça que j'aurais vraiment besoin de vous pour ça, mais on va regarder par exemple comment une émission a été créée, on peut prendre n'importe quelle émission, comment elle a été créée, etc., qui fait quoi dessus, etc., quel genre de travail, ça c'est vous qui allez le dire. Puis nous on va dire, en fait, si on avait fonctionné comme ça, par exemple avec beaucoup moins de personnes qui prennent des décisions et que ces gens sont plus proches du terrain, qu'est-ce que ça donnerait ? Puis on va comparer. Puis on va peut-être se rendre compte, mais non, au fait, dans ce cas-là, la RTS, au fait, elle fait juste. On n'arrive pas à faire mieux, on n'arrive pas à être plus efficace. Puis du coup, on ne fera pas une proposition à ce niveau-là. Mais peut-être que dans d'autres cas, on se dira, c'est intéressant, cette émission-là, pour fonctionner, elle a eu 15 000 séances avec plein de gens différents, il y a eu des interactions entre tel cadre, on a dû parler à la direction nationale, on a dû parler à la direction de la RTS, on a dû revenir avec ces gens, il y a cette personne qui est rentrée. Si on enlevait ces éléments-là et qu'on faisait autrement, ça serait moins cher, et puis on aurait eu peut-être même une émission de meilleure qualité. Mais il va falloir... Vraiment, je vous l'ai dit, il faudra être concret, donc il va falloir le dire. Voilà comment on va faire pour ces émissions, pour ce projet. Et c'est vrai pour les émissions, mais c'est vrai pour les projets, il y a plein de projets. Moi, je pense qu'ils peuvent être super, les projets. J'ai vu plein de projets que j'ai adorés à la RTS. Je sais pas, le jeu, pour quand il y a eu les élections, il y avait un jeu qui avait été fait. Moi, j'ai bien aimé ces projets-là. J'ai aucune idée combien ça coûtait, etc. Mais je trouve que c'est positif. Mais les projets doivent être faits de façon entrepreneuriale. Et quand on fonctionne de façon entrepreneuriale, on donne des responsabilités, on regarde comment ça marche, les gens font des choses, prennent des initiatives, puis après, on sanctionne, on vérifie. C'est comme ça que ça marche. C'est pas à chaque étape du projet, on fait tout valider, on redemande, il faut aller voir tel gars, etc. Donc moi, j'ai l'impression que des processus plutôt comme le deuxième, il y en a beaucoup. Et si on peut les chasser, tant mieux. Si j'ai tort et qu'on remarque en disant mais finalement non, on devra admettre que la direction a raison. Il ne faut pas partir du principe qu'ils ont tort. Mais moi, je ne pars pas de ce principe-là. Mais il faut partir du principe qu'on va scientifiquement, sérieusement analyser les choses, puis faire des propositions. Je suis sûr qu'on en trouvera les bonnes. Je crois qu'il y a un syndrome dans l'encadrement de l'entreprise. C'est le syndrome du bon élève. Et ce syndrome du bon élève fait que le processus de décision est constamment ralenti, parce que chaque étage de l'entreprise ne veut pas prendre vraiment la décision
de peur qu'on les reproche d'avoir pris une fausse Ouais. décision. Ça, c'est un problème national, dans le sens de la culture suisse, de la peur de l'échec. On est un pays qui sanctionne les échecs massivement. Si vous avez échoué, tout d'un coup, vous êtes un pestiféré. Donc, non, mais malheureusement, c'est un peu vrai partout. Et l'entrepreneuriat, c'est l'inverse, c'est l'échec. Donc, c'est pour ça, moi, la première chose que je dis par rapport à quand je vois la RTS, mais je suis naïf, donc vous allez peut-être me dire, j'ai pas une vision juste de la chose, mais la première chose que je dis à chaque fois aux gens quand je parle de la RTS, c'est, mais, et puis il y a pas, je vous rassure, vous n'êtes pas la seule entreprise comme ça, c'est mais pourquoi on ne fait pas autrement? Pourquoi on ne fait pas plus confiance à des équipes plus simples pour faire quelque chose et proposer quelque chose, et puis on les laisse se casser la figure? Et puis, ils ne vont pas forcément se casser la figure, mais on les laisse. Et si elles échouent, ben on analyse, on comprend pourquoi ça va marcher, puis on espère faire mieux la prochaine fois. Et puis ça, c'est beaucoup mieux comme stratégie que la stratégie qui consiste à dire on va essayer de réussir tout juste du premier coup, on va faire valider 1000 fois les choses, puis après c'est quand même un échec. Parce qu'en réalité, je ne dis pas qu'il y a que des échecs ici, mais moi j'ai vécu des échecs, des missions à la RTS, j'en ai vu un d'assez près. Il y a eu 1000 fois ce truc d'aller voir, de valider par 1000 personnes autour. Le résultat, c'est que ça ne garantit pas le succès. Donc mieux vaut avoir des équipes qui prennent des décisions, qui font des essais, qui prennent des risques, etc. Puis juste, regardez, pour vous en convaincre, regardez les émissions qui ont hyper bien marché. Je ne dis pas que c'est le seul critère de choix, mais les trucs qui ont vraiment bien marché puis qui ont eu un monstre succès populaire, c'est des trucs qui ont été décidés technocratiquement à la direction générale ou c'est des machins qui ont émergé à partir de quelques initiatives individuelles? C'est ça. Je veux dire, le truc des deux Vincent, je dis n'importe quoi, mais ça, c'est pas un machin qui a été décidé de façon complètement structurée avec 20 000 chefs qui ont pris la décision. C'est un machin qu'on a testé, ça a marché, puis ça a pris de l'ampleur. Je dis pas que tout peut fonctionner comme ça. Mais ça, c'est une manière de fonctionner qui est différente de celle que vous dites avec la validation ultime. Il faut fonctionner de façon plus entrepreneuriale dans cette entreprise. D'ailleurs, c'est un discours qui devrait plaire à votre direction en théorie. Mais il ne faut pas juste dire, il faut faire comme ça. Et donc, il faut donner au terrain le pouvoir d'entreprendre. J'ai une question, c'est tout ce débat autour des cadres, ça me fait poser la question, quel est le but en fait de tout ça? Parce que si le but c'est de virer le plus de cadres possible, ou le... Enfin, non mais c'est pas bête comme question, je trouve, parce que c'est quoi le but? C'est de limiter la casse, de dire on veut zéro perte d'emploi, c'est de dire on veut fluidifier pour que ce soit le système le plus fluide possible. Quitte à faire de la casse, c'est quoi le but dans tout ça? Il y a deux choses. La première, vous êtes dans une... Mais c'est pas moi qui vous en parlerai mieux, c'est Yves Desferrard, Valérie, etc. D'abord, vous avez aussi un objectif syndical, effectivement, qui est de dire nous, on défend nos emplois. Ça fait partie de ce que vous faites ici. Vous n'êtes pas ici juste, vous êtes ici aussi pour défendre vos emplois, et c'est normal. Tout le monde défend ses emplois, les cadres défendront aussi leurs emplois, chacun défend son emploi. Ça, c'est la première chose. Mais la raison pour laquelle je suis là, c'est pas juste ça. Ça, c'est vraiment le rôle des syndicats de vous aider pour cet aspect-là. Mais simplement, il y a une autre question. Notre but ici, c'est que dans le cadre de cette lutte pour préserver les emplois, on se dit, mais est-ce qu'on peut faire mieux avec les ressources à disposition? C'est ça la question à laquelle on va devoir répondre. Est-ce qu'on arrive à mieux s'organiser? Parce que je pense qu'on n'est pas opposé à la suppression d'emplois comme ça dans l'absolu. On n'est pas contre supprimer un emploi qui n'est pas utile. Moi, personnellement, je vous le dis, je suis socialiste, vous le savez, etc. Je ne suis pas contre le fait qu'on supprime des fois les emplois. Je suis juste pour que si on décide de supprimer un emploi, on supprime les emplois qui rapportent peu, qu'on les transforme, puis que les gens dont on supprime l'emploi, on les respecte, on les reconvertit, on fait quelque chose avec. Moi, je suis pour ça, je suis pour qu'on soit respectueux vis-à-vis de ça. Mais si ça améliore la qualité du service public de réorienter les emplois, du moment que c'est fait justement et bien et qu'on respecte tous les gens, il faut le faire. Et je pense qu'on peut pas... Il n'y a pas un tabou, je pense, de votre côté non plus, de dire peut-être qu'il y a des cadres... peut-être qu'on peut se dire, ce job-là, cette personne avec ses compétences, ce type de personne serait plus utile autrement. Et ça, on doit ouvrir. Parce que si votre but, c'est de dire on fait exactement comme maintenant, alors moi, je vous dis juste que vous pouvez dire ça pour défendre vos emplois, dire on ne veut pas perdre le moins d'emplois, on reste comme maintenant. Mais c'est juste qu'à mon avis, ça n'a aucun sens par rapport à l'évolution du paysage médiatique. Vous serez juste vus par tout le monde comme des gens qui ne comprennent pas la situation. Donc ne pas changer, ça, ce n'est pas une option non plus, je pense. Alors, il faut changer. Et puis changer, ça veut dire des réorientations, ça veut dire des changements. Tout le monde, vous devrez accepter des changements, je pense, qui ne vous plairont pas tous d'ailleurs. Mais votre but, c'est de dire, les changements qui ne nous plaisent pas, on les fait dans le respect des gens qui doivent changer le plus possible. Et puis tous les changements sont vus d'améliorer la qualité du service public qu'on propose, et puis si possible de le faire avec l'enveloppe budgétaire qu'on a à disposition. Voilà ma vision. Donc mon but, c'est pas de trancher dans les cadres dans l'absolu, mais c'est de proposer la meilleure solution possible. Et si ça veut dire une réorientation des fonctions dans l'organisation, moi, j'y suis pas fermé personnellement. Mais c'est vous qui déciderez, c'est pas moi ce que vous proposerez. Moi, je déciderai rien pour vous.
Maintenant, ce que j'entends, c'est le discours de l'économiste, les explications de l'économiste, avec la notion de projet. Tout ce que j'entends pour le moment, ça ferait très plaisir à l'entreprise parce qu'ils vont vraiment dans cette direction-là, sur l'agilité, le lean, etc., l'horizontalité, etc. Maintenant, ils le font de manière managériale et pas de manière... voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, OK, l'organisation théorique des choses et le temps de travail et les salaires, c'est-à-dire tout ce qui touche aux conditions de travail et plus seulement à la logique économiste ou de type organisation de projet, etc. Parce qu'il y a une question qui est l'organisation hiérarchique ou comment on décide de dépenser l'argent, puis après il y a aussi combien d'heures on fait. Les émissions aujourd'hui en général c'est pas 8 heures par jour, c'est beaucoup plus. Et donc peut-être que ça aussi c'est des éléments qu'il faudra prendre en considération dans l'analyse, de se dire une émission elle est faite en tant d'heures, mais en fait non, ça c'est les heures théoriques. Pratiquement c'est tant d'heures. Ouais, moi je reviens juste sur ce que tu disais Laurent, sur les externes et tout ça. Donc, moi j'ai commencé, heureusement pour moi, que quelques mois en tant qu'externe. Et j'ai pu, de manière accidentelle, voir en fait quel pourcentage de ce que je gagnais par rapport à ce qui était payé à la boîte de prestation de services. Et franchement, c'est assez monstrueux, quoi. Donc, moi, ce que je trouve qui serait intéressant aussi à faire, c'est de voir, en fait, quelle est la stratégie. Alors moi, je vois ça au service technique où je suis, c'est qu'il y a des gens qui ont été externes 3 à 4 ans et puis qui ont été finalement internalisés, mais après avoir pu prouver leurs compétences sur plusieurs années. Et en fait, quel est le but en fait dans cette manière de faire, de garder des gens dans des situations comme précaires avec moins de vacances, comme tu l'as dit tout à l'heure, et puis verser des montagnes de pognon à ces boîtes de prestations externes au lieu d'engager, je sais pas, on met les gens, ils sont à l'essai 3 mois, après on sait s'ils peuvent apporter quelque chose ou pas. Et après, quand tu parlais de clés d'allocation de budget, on nous dit toujours, oui, alors je ne sais pas si dans le budget, on pourra continuer à avoir cette personne externe. Puis on dit, mais pourquoi vous ne l'internalisez pas? Parce que, puis vraiment, c'est là aussi, des fois, je trouve que c'est tellement opaque, la manière de distribuer ces budgets, quoi. Enfin, ouais. Alors, le but, c'est simple, c'est la flexibilité. C'est-à-dire, pourquoi on externalise beaucoup chez vous? C'est parce que c'est flexible. Si on a envie de changer quelque chose, on claque des doigts et c'est l'entreprise externe qui paye. Et puis, alors que si vous avez des contrats de travail, vous êtes moins flexible. Donc ça, c'est un des objectifs qui fait que des fois, les entreprises sont prêtes à payer plus cher, en fait, pour un externe qu'un interne, parce que c'est plus flexible et qu'on peut plus facilement faire un truc ou l'autre. Non, moi, évidemment, je ne défends pas ça. Hein. Au contraire, je pense que c'est très mauvais parce que vous avez des risques de fuite de compétences. Moi, je ne pense pas que c'est un bon calcul. Mais je pense que c'est le calcul qui est fait en partie. Et puis, c'est vrai que cette notion-là, vous avez dit un mot qui est clé. Je pense que si vous voulez quelque chose de lean, puisque ça plaît aux entreprises, mais vous ne pouvez pas le faire sans transparence. Vous ne pouvez pas dire à des gens, mais c'est vous qui... C'est horizontal, mais vous ne savez rien. C'est horizontal, mais on ne vous dit pas les trucs. C'est horizontal, mais par contre, il faut vous demander à l'autorisation. Donc en fait, tout le problème, c'est la cohérence de la stratégie. C'est-à-dire, vous voulez une stratégie horizontale parce que ça marche économiquement, puis que c'est un truc intelligent, puis qu'il faut aller dans ce sens-là, ok, mais mettez les choses de façon transparente. Le fait que je doive demander ces chiffres de compte analytique, par exemple, plutôt qu'ils soient publiquement disponibles, c'est un truc que je ne comprends pas personnellement. Parce que si je veux une entreprise qui est lean, je dis, nous, on n'a rien à cacher. Voilà les informations, voilà. Il n'y a pas de raison stratégique de ne pas faire ça. C'est pas comme si on avait des concurrents qui pourraient faire de ces chiffres quelque chose de mal. On s'en fout. On pourrait donner ces chiffres partout. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'enjeu majeur pour la plupart des chiffres. Il n'y a vraiment pas de problème. Je veux dire, moi, à l'État, vous pouvez savoir les salaires de tout le monde. Il n'y a pas de problème. Donc moi, je dis juste que cette question-là, elle est fondamentale. Et puis, on va évidemment revendiquer ça. Je pense qu'avec plus de transparence sur ces questions-là, ça fonctionnerait mieux. Et puis, juste pour vous dire, puisque vous avez posé la question, c'est quoi les coûts centraux? Pourquoi vous ne touchiez qu'une fraction de ce qu'on vous paye, de ce qu'on paye à l'entreprise? Je ne sais pas si on payait 100 francs de l'heure pour votre travail, puis que vous receviez 30 francs de l'heure. Pourquoi? Ou 40, j'en ai aucune idée, je dis n'importe quel chiffre, mais pourquoi? Parce que simplement, la société va dire, oui, mais nous, on a des coûts centraux, on doit payer tel truc, on doit payer les charges sociales, on doit payer les RH, on doit payer tous les coûts supplémentaires, et puis du coup, on affecte ça au coût. Donc c'est la même chose qu'en fait l'affectation des coûts à une émission. Et c'est pour ça que l'outsourcing, en fait, c'est clair qu'on paye moins bien les gens, mais selon l'entreprise qui fait l'outsourcing, peut-être qu'elle ne gère pas aussi bien les ressources qu'on peut le faire en interne. Et puis moi, je vous dis juste, il y a un point qui me terrifie un peu dans cette organisation, et j'espère que vous y réfléchirez. C'est les relations humaines. C'est l'humain. C'est le fait que quand on bosse dans une boîte, on a besoin, en fait, pour être motivé, pour travailler bien, pour être content, pour pas tomber dans des burn-out, il y en a quand même quelques-uns chez vous, on a besoin d'avoir des relations saines avec nos collègues.
Et comment on peut faire ça s'il n'y a pas des équipes qui se créent, s'il n'y a pas de la confiance qui se crée, etc. Et s'il y a plein d'externes qui changent à chaque fois, etc. Comment on peut faire ça? En fait, c'est dur. Et je pense que dans vos réflexions, je vous invite à vraiment mettre l'humain au centre, en disant, si on veut des équipes qui marchent entrepreneurialement, il faut créer des équipes, il faut créer des relations, il faut qu'il y ait des espaces pour que les gens puissent ensemble entreprendre. Et plus vous réussirez à faire ça, plus vous serez efficace dans votre travail. Et plus on externalise et puis on doit travailler avec quelqu'un d'autre à chaque fois, plus les gens se disent moi je suis seul dans une entreprise immense, à chaque fois je travaille avec d'autres gens, donc en fait j'ai pas de lien. Et donc si je suis pas là aujourd'hui, si je suis malade, si je me motive pas trop, je m'en fous, je connais pas tellement bien les gens avec qui je travaille, donc c'est moins grave que si c'est votre équipe, avec vos amis, avec les gens avec qui vous travaillez. Donc c'est très important de penser à l'humain aussi quand vous réfléchissez à ça, parce que alors, c'est un peu ma spécialité, puisque j'ai fait beaucoup d'études dans le domaine du leadership et du management, je connais assez bien ces thèmes-là, et je peux vous dire, on met les chiffres en avant, etc. Mais en fait, avant les chiffres, c'est l'humain. Avant les chiffres, c'est comment vous travaillerez ensemble. Oui, j'ai eu une discussion avec ma RH et justement, j'ai remis au centre du débat l'humain. Mais le problème, c'est qu'on est tous un peu perdus, ce que je lui ai dit, parce qu'il y a tellement de chefs, de sous-chefs, de rechefs. Et c'est ça le problème, c'est que c'est comme si c'était une stratégie exprès pour perdre les gens et pour ne plus savoir où on en est. Et là, il y a un gros problème. C'est qu'on est en train de créer des entreprises à l'intérieur de notre entreprise. Et là, on va droit dans le mur. Comment le marketing et tout ça vient décider de comment on doit travailler et ce qu'on fait. Et vous regardez l'organigramme. Vous ne savez pas, vous trouvez, il y a tous les organigrammes. Un nombre de gens, on ne sait pas qui ils sont, ce qu'ils font. Et voilà. Alors on dit, effectivement, il ne faut pas décaniller les gens, mais il y a quand même, un moment donné, il faudra dégraisser le mammouth ou les remettre à la radio à faire je ne sais pas quoi, mais pas arrêter de nous dire comme on fait de la télé, quoi. Mais ce qui est important, c'est que moi, je suis assez conscient de ce que vous dites, et simplement, j'ai besoin de beaucoup d'éléments concrets, parce qu'à chaque fois qu'on sort, moi, j'en ai déjà parlé à des gens, et puis à chaque fois, on nous dit oui, mais bon, c'est pas vrai, etc. Donc, plus on a des éléments concrets que vous sortirez pour dire ça fonctionne pas, comme ce que vous venez de me dire, exactement. Mais plus vous nous montrez ça, plus on sera conscient de l'information et plus on sera fort pour négocier. Puis deuxième chose, ne faites pas l'erreur de croire, parce que je pense que c'est une erreur, que c'est intentionnel. La souffrance dans les entreprises, c'est rarement des gens qui veulent faire du mal. La souffrance, c'est souvent des choses qui font pas juste les choses, mais qui ont des bonnes intentions, mais simplement ils voient pas tout. Donc juste, moi je pense pas que la direction, elle se dit le matin, moi ce que j'ai envie, c'est de bousiller l'information à l'interne de l'entreprise. Mais le résultat est là, l'information circule mal. Donc c'est pas de l'intention, mais c'est vraiment, il faut faire mieux. Moi, je pense que l'objectif de nos groupes de travail, c'est aussi la volonté de produire des émissions, et de radio, bien sûr. Donc, moi, je me pose la question de savoir comment produire plus aussi, ou mieux, ou ce que vous voulez, avec un nombre de personnel studio, enfin, je parle de studio, moi, parce que j'y travaille, de plus en plus réduit. Et donc, quand on dit qu'à un moment donné, les cadres et les sous-chefs, il va évidemment devoir se poser la question, parce que s'il y a des transferts de compétences à faire, c'est remettre aussi des gens, des travailleurs en studio pour pouvoir produire des émissions de télévision et de radio. Donc je pense que pour moi, l'axe principal, il est là. Vous parlez d'intention tout à l'heure. Nous, on est 30 personnes dans notre équipe et notre chef distribue des primes, donc 1000, 2000 balles, à la tête du client. Et là, c'est intentionnel, c'est une pression sur nous. On doit faire bien toute l'année, bien travailler et faire amène. Et c'est à la tête du client. Et moi, ce qui me gêne, c'est la non-transparence. On ne sait pas entre nous. Personne n'ose dire « Ah, j'ai une prime », parce que ça met une très, très, très mauvaise ambiance. Et notre chef le sait. Ouais. Le chef. Alors... Et en plus, je voulais juste dire, je voulais préciser, je voulais parler du cash. Je sais que ma supérieure hiérarchique a du cash. Donc de l'argent qui vient de quelque chose pour mener des projets, quoi que ce soit. Et je voudrais un peu plus de transparence par rapport à ce cash-là. J'espère que vous saurez le revendiquer, parce que ce que vous dites, c'est essentiel. Non, mais parce que c'est vraiment important, et c'est une source d'économie massive, juste pour les primes, parce que là, c'est un endroit où vous pouvez faire beaucoup d'économies. Il y a pas mal de recherches qui est faite là-dessus. Le pire truc, mieux vaut donner 0 francs de prime à personne, et ce qui est moins cher, c'est une économie,
que de donner des primes de façon non transparente à des gens, et surtout comme vous le racontez. Bon, moi je savais pas que c'était comme ça chez vous, moi je pensais que c'était pas comme ça. Mais c'est un véritable scandale organisationnel parce que vous avez toujours et systématiquement en fait, vous allez donner de l'argent et le résultat c'est quoi? C'est démotiver les gens en fait. Donc en fait vous payez pour pourrir la qualité du produit que vous faites. Donc en fait ça c'est vraiment le genre de truc qu'il faut chasser. Il faut chasser ça. Mais il faut nous dire, parce que moi je savais même pas. Évidemment ce genre de piste-là est génial parce que vous pouvez baisser les primes comme ça, sauver des emplois, supprimer les primes exactement, sauver des emplois, sans vraiment, en améliorant la qualité. Ça c'est typiquement une décision, ça coûte moins cher et c'est mieux après. Donc je vous dis juste, c'est typiquement le genre de truc qui pourrait être intéressant à proposer plutôt que de virer des gens qui eux font du travail. Et je vous dis juste une dernière chose, parce que il y a un phénomène qui est assez connu. On dit qu'il faut dégraisser le mammouth, etc. J'ai entendu le terme là tout à l'heure, mais je ne fais pas référence à ce que vous disiez. Mais il ne faut pas oublier une chose qui est fondamentale. C'est que quand on fait des coupes décrétées, c'est-à-dire on va dire on va couper 2 millions, on va couper 3 millions, on va couper 4 millions ici, etc. Si on décrète les coupes, plutôt que de dire comment on réoriente les choses, où est-ce qu'on coupe? Là où ça fait mal. C'est ça le problème. C'est qu'on ne coupe pas là où c'est engraissé. On coupe là où il y a du muscle, naturellement. Quand on fait des coupes linéaires à la Confédération, c'est la même chose. On n'enlève pas les gens qui servent à rien, on enlève les gens qui font le boulot, puis du coup, ça bousille les prestations. Donc ne vous laissez pas entraîner dans une coupe décrétée par-dessus. Il faut partir de l'inverse, en disant ça, c'est un travail qui peut être fait autrement, il faut supprimer les primes, etc. Parce que là... Je vais juste apporter une précision sur les primes des cadres. Il n'y a pas de prime pour les cadres. Ah bah alors, c'est de la part variable. Au moment où ces parts variables ont été décidées, le salaire des cadres, le salaire qu'ils avaient, au lieu d'être divisé en 13, a été divisé en 14, et un 14e salaire a été une part variable. Voilà. Vous pouvez toujours revenir en arrière sur cette décision de diviser le salaire en 14 et le rediviser en 13, disons. Ce que je veux savoir aussi, c'est que la direction a établi un programme, mais c'est quoi ce programme? Je dis, ok, ils veulent faire des économies. Ils ont dit, ok, on va faire 6 licenciements. Mais pourquoi? Je dis... quels sont les moyens d'action par rapport à la direction et quelles sont ces décisions pour qu'on puisse travailler là, quels sont nos outils pour le travail? Si la direction dit « Ok, on veut faire telle et telle réorganisation parce que ça va bénéficier pour tous au niveau du travail », ben, nous, on a besoin de ces informations pour dire « Ah ben oui, ça c'est une bonne idée, on va dans cette direction ». Ou on va perdre de l'énergie à partir dans tous les sens parce qu'il y a simplement des endroits où c'est pas possible de travailler. Si on n'a pas ces informations, comment on va pouvoir travailler? Non, mais c'est la clé, évidemment. Et il est prévu dans notre accord qu'on obtient toutes les informations utiles par référence au Code des obligations. Donc, on a déjà obtenu un certain nombre d'informations dans le cas de l'accord auxquelles on n'avait jamais eu accès avant. Maintenant, moi, je partage l'avis de Samuel, ça va bloquer. À un moment donné, ça va bloquer, c'est sûr. Mais nous, on a annoncé la couleur. Si ça bloque, on arrête le travail. Enfin, je veux dire, on suspend tant qu'on n'a pas les informations essentielles. On n'est pas en guerre avec eux. Mais non, là, on pas essaie du tout. De trouver des solutions. On compte pas seulement sur un rapport de force qu'il faudra quand même établir. Un rapport de force, ça ne veut pas dire être en guerre, ça veut dire rééquilibrer un peu, comme l'a bien dit Samuel, nous sommes la partie, vous êtes, mais nous aussi, du coup, avec, la partie faible du contrat, c'est-à-dire qu'on ne part pas à armes égales. Donc il va falloir quand même qu'on fasse en sorte d'avoir un peu plus de poids. Et pour ça, il faut qu'on ait le personnel derrière nous. Mais on va évidemment utiliser aussi nos arguments. Enfin, on a une intelligence et une intelligence collective. D'ailleurs, on l'a démontré en obtenant cet accord. Au début, je vous rappelle qu'on est parti sur 480 heures qui étaient aimablement consenties par la direction régionale, ce qui était plus haut que les 320 heures qui étaient consenties par le directeur général de la SSR pour chaque unité d'entreprise. Donc 480, on a obtenu 3200. Et ça, on ne l'a pas obtenu en faisant des piquets de grève, parce qu'on n'est pas dans cette situation-là. On l'a obtenu par nos arguments, par l'habileté de la délégation de négociation. Donc, on compte évidemment là-dessus, avant tout. Mais il est possible que ça bloque. Et puis, à ce moment-là, il faudra voir ce qu'on peut faire. Le projet de restructuration de la direction, on va l'obtenir aussi, évidemment. Il faut qu'ils nous donnent le détail de ce qu'ils ont prévu de faire. Mais on ne l'a pas encore. Ça fait longtemps que je suis là, je connais pas mal de cadres. Il y a beaucoup de cadres qui sont très malheureux. Donc, ils ne sont pas bien dans leur job. Donc, je fais un grand raccourci. Je crois que le processus de consultation, moi, j'espère qu'on débouche sur des nouvelles façons de fonctionner qui feront que ces cadres seront beaucoup mieux à leur place. Donc c'est quand même, il y a aussi ça derrière, quoi.
Deux choses. Bon, d'abord, ça ne m'étonne pas du tout, parce que quand on est cadre, au fait, on n'est jamais vraiment le chef non plus, puisqu'il y a tellement d'autres cadres, hein, que finalement, on n'a pas non plus cette latitude qu'on aimerait avoir et de pouvoir réussir les choses. Donc, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de cadres qui sont aussi mis là parce qu'on les a déplacés 20 fois, parce qu'il y a eu des problèmes. Enfin, voilà, il y a plein d'histoires et d'historiques différents qui font que quelqu'un son cadre. Il y en a qui sont. Donc, faut pas croire que les cadres, c'est les méchants de l'histoire. C'est vraiment évidemment pas ça. C'est complètement différent. Maintenant, moi, je vous dis juste une chose. On a eu pas mal de discussions et je pense qu'elles sont intéressantes et vous les aurez dans ces groupes de travail. C'est vraiment fondamental. Mais il y a un point que j'aimerais que vous soyez très attentifs. C'est qu'on est en train de discuter de plein de choses à la fois. Et il y a des choses qui sont de niveau hyper élevé. Quand on parle de réorganiser comment on fonctionne, etc., c'est ambitieux de proposer quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut dire ça. Et il faut revendiquer ça, parce que ça peut avoir un impact majeur sur la promotion du service public dans la Suisse romande. Ce serait hyper important que ça change. Mais il ne faut pas faire que ça. Parce que si vous revendiquez que ça, vous n'obtiendrez rien. Donc le but, c'est évidemment de réfléchir aussi à tout ce que vous revendiquez, avec un échelonnement aussi de l'ambition du projet de demande. Hein. Vous devez avoir des choses petites, concrètes, etc. Je ne sais pas, réorganiser comment les primes fonctionnent, par exemple, c'est moins ambitieux que de dire qu'on réorganise tout le truc de la RTS en général en Suisse romande. Mais vous devez avoir une solution complète, avec des propositions d'économie et de mieux faire, plutôt que des propositions d'économie, mais plutôt de mieux faire, qui sont complètes. Puis c'est vrai, la question de savoir comment les cadres peuvent être heureux, en fait, c'est une question importante de dire finalement, puisqu'on disait qu'on doit mettre à l'humain, un de vos objectifs, c'est de dire, quelqu'un parlait de conditions de travail. Les conditions de travail, c'est le salaire et les vacances, mais c'est aussi le bien-être au travail. Mais vous devez dire, le bien-être au travail fait partie des objectifs que nous défendons aussi, que ce soit celui des cadres ou des autres. Juste dans ton expérience de consultation que tu as déjà pu faire, est-ce que tu as déjà eu des cas de figure où la consultation s'est passée d'une manière insatisfaisante? Et si oui, est-ce que tu as déjà vu des cas de figure où le personnel a fait des actions concrètes pour essayer d'inverser la dynamique? Oui, j'ai plusieurs cas qui me viennent en tête. Je pense que Yves, d'ailleurs, la transition sera toute faite parce que lui, il connaît encore plus de cas. Moi, je peux vous dire que j'en ai vécu récemment. Je ne peux pas tout vous dire parce que des fois, j'ai dû signer des accords de confidentialité pour avoir accès à des informations. Donc, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais je peux vous dire de façon générique que j'ai vécu récemment des choses où la direction était tellement méprisante et horrible et qu'effectivement, les gens ont dû aller lutter, ont dû aller jusqu'à la grève, etc. Donc, il y a des cas qui sont vraiment horribles et il y a des cas où vraiment, enfin moi j'ai vécu des victoires, des choses où on a vraiment obtenu des trucs suite à une mobilisation, comme des cas d'échecs un peu cuisants où on fait tout ce qu'on peut puis ça marche pas. Il faut savoir que malheureusement, c'est pas si facile que ça, même avec la meilleure des stratégies, des fois le rapport de force est pas hyper bon. Moi j'aimerais quand même vous dire que comme c'est en Manché aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis pas hyper content du fait qu'on n'ait pas une mobilisation nationale. Ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais par contre, je suis assez content de ce que vous avez déjà obtenu jusqu'à maintenant. Je trouve que vous avez déjà des instruments. Ce n'est pas idéal, mais franchement, vous avez déjà obtenu des choses. Vous êtes là, vous pouvez travailler, vous avez des heures, vous avez. Franchement, je pense qu'on est dans une situation où potentiellement, on peut vraiment faire quelque chose de bien. On n'a pas. C'est pas du tout la pire. Moi, j'ai vécu des négociations bien pires que ça, mais vraiment bien pires, où vraiment les gens sont totalement méprisants, ils s'en foutent, ils viennent pas, etc. Là, je pense qu'on va quand même avoir un climat qui est nettement meilleur pour discuter. Et ça, je pense que c'est positif. Il faut utiliser ce climat meilleur pour vraiment faire des propositions constructives. Après, j'ai vu toutes sortes de choses. Mais je pense que pour cet aspect-là, mon expérience sera encore moins intéressante que celle de Yves, qui lui, alors, a l'expérience des succès et des échecs aussi. Merci. Merci. Bonne chance. Hein.